Je souhaite discuter de ce qui est arrivé à l'Ukraine. Pourquoi cela s'est produit? Comment elle est susceptible de sortir de l'épreuve à laquelle l'ont soumise les rivalités des grandes puissances et quelles leçons nous pouvons en tirer? J'aborde ce sujet avec une certaine appréhension et un avertissement pour le public. Mon intervention, à l'instar du conflit en Ukraine, est longue et complexe. Elle remet en question une propagande qui a été très convaincante. Mon discours risque de froisser quiconque est attaché au récit officiel. La manière dont les médias américains ont traité la guerre en Ukraine me rappelle une remarque de Mark Twain. Il a dit « Les recherches de nombreux commentateurs ont déjà jeté beaucoup d'obscurité sur ce sujet, et il est probable que s'ils continuent, nous ne saurons bientôt plus rien du tout à ce sujet. » On dit souvent qu'en temps de guerre, la vérité est la première victime. La guerre est généralement enveloppée dans un brouillard de mensonges officiels. Jamais ce brouillard n'a été aussi dense que dans la guerre en Ukraine. Alors que des centaines de milliers de personnes ont combattu et sont mortes en Ukraine, les machines de propagande à Bruxelles, Kiev, Londres, Moscou et Washington ont travaillé sans relâche pour nous assurer que nous prenions des positions passionnées, que nous croyions ce que nous voulons croire et que nous condamnions quiconque remet en question les récits que nous avons intériorisés. Personne sur les lignes de front n'a une idée réelle de ce qui se passe dans cette guerre. Ce que nous savons, c'est seulement ce que nos gouvernements et autres partisans de la guerre veulent que nous sachions. Ils ont développé la mauvaise habitude d'inhaler leur propre propagande, ce qui garantit que chaque gouvernement partie prenante à la guerre en Ukraine, Kiev, Moscou, Washington et d'autres capitales de l'OTAN, a été coupable de divers degrés d'autotromperie et de fautes par maladresse. Les conséquences pour tous ont été désastreuses, et pour l'Ukraine, elles ont été catastrophiques. Une remise en question radicale de la politique par tous les concernés est, à mon avis, depuis longtemps nécessaire. Maintenant, pour quelques informations de fond nécessaires. J'ai affiché cette diapositive ici. Elle montre l'état actuel de l'OTAN, qui s'est étendu progressivement jusqu'à la frontière russe. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, a été créée pour défendre les pays européens dans la sphère d'influence américaine d'après la Seconde Guerre mondiale contre l'URSS, l'Union soviétique et ses nations satellites. La zone de responsabilité de l'OTAN était le territoire de ses membres en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, mais nulle part au-delà. L'Alliance a contribué à maintenir un équilibre des pouvoirs et à préserver la paix en Europe pendant les 4 décennies et plus de la guerre froide. En 1991, cependant, l'URSS s'est dissoute et la guerre froide a pris fin. Cela a éliminé toute menace crédible pour le territoire des membres de l'OTAN et a soulevé cette question. Si l'OTAN était toujours la réponse, quelle était la question? Les forces armées américaines n'ont eu aucun problème à répondre à ce dilemme. Elles avaient des intérêts personnels convaincants dans la préservation de l'OTAN, qui avait créé et maintenu un rôle et une présence militaire américaine en Europe d'après-guerre. Cela justifiait une structure de forces américaines beaucoup plus importante et de nombreuses positions très convoitées pour les officiers généraux et amiraux qui n'auraient pas existé autrement. L'OTAN a rehaussé le statut international des forces armées américaines tout en favorisant une compétence américaine unique dans la gestion des alliances et coalitions multinationales. Nous sommes vraiment la seule armée qui sait faire cela. L'OTAN offrait également des affectations en Europe qui rendaient le service militaire en temps de paix plus attrayant pour les soldats, marins, aviateurs et marines américains. De plus, le XXe siècle semblait souligner que la sécurité des États-Unis était indissociable de celle des autres pays de l'Atlantique Nord. L'existence d'empires européens assurait que les guerres parmi les grandes puissances d'Europe, telles que les guerres napoléoniennes, la Première et la Seconde Guerre mondiale, se transformaient rapidement en guerre mondiale. L'OTAN était la manière dont les États-Unis dominaient
et gérait la région euro-atlantique pendant la guerre froide. Dissoudre l'OTAN ou le retrait des États-Unis permettrait vraisemblablement aux Européens de reprendre leur querelle et potentiellement de déclencher une autre guerre qui pourrait ne pas se limiter à l'Europe. Par conséquent, l'OTAN devait être maintenue. La manière évidente d'accomplir cela était de trouver un nouveau rôle pour l'organisation en dehors de l'Europe. Il est venu à être dit que l'OTAN devait sortir de sa zone ou disparaître. Autrement dit, l'Alliance devait être repensée pour projeter la puissance militaire au-delà des territoires de ses États membres d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. En 1988, l'OTAN est entrée en guerre contre la Serbie, la bombardant en 1989 pour détacher le Kosovo de celle-ci. En 2001, en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre à New York et Washington, elle s'est jointe aux États-Unis pour occuper et tenter de pacifier l'Afghanistan. En 2011, l'OTAN a déployé des forces pour orchestrer un changement de régime en Libye. En 2014, après un coup d'État anti-russe bien préparé et sponsorisé par les États-Unis à Kiev, les ultranationalistes ukrainiens ont interdit l'utilisation officielle du russe et d'autres langues minoritaires dans leur pays. Dans le même temps, ils ont affirmé l'intention de l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN. Parmi d'autres conséquences, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN placerait la base navale russe de 250 ans à Sébastopol, en Crimée, sous contrôle américain et de l'OTAN. La Crimée, région russophone, avait voté à plusieurs reprises pour ne pas faire partie de l'Ukraine. Ainsi, citant le précédent de l'intervention violente de l'OTAN pour séparer le Kosovo de la Serbie, la Russie a organisé un référendum en Crimée qui a approuvé la réincorporation de la Crimée dans la Fédération de Russie. Les résultats de ce référendum, aussi discutables que l'organisation ait pu être, étaient entièrement cohérents avec les votes précédents sur cette question. Pendant ce temps, en réponse à l'interdiction par l'Ukraine de l'utilisation du russe dans les administrations et l'éducation, des zones majoritairement russophones dans la région du Donbass du pays ont tenté de faire sécession. Vous pouvez voir ici les résultats de diverses élections et manifestations qui valent peut-être la peine d'être examinés pendant que je parle. Predominantly Russian-speaking areas in the country's Donbas region attempted to secede. Kiev sent forces to suppress the rebellion. Kiev a envoyé des forces pour réprimer la rébellion. Moscou a répondu en soutenant les revendications des russophones ukrainiens pour des droits des minorités, qui étaient garantis par la précédente constitution ukrainienne et par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. L'OTAN a soutenu Kiev dans sa position contre Moscou. Une guerre civile croissante entre Ukrainiens s'ensuivit. Ce conflit a rapidement évolué en une guerre par procuration intensifiante en Ukraine entre les États-Unis, les membres de l'OTAN et la Russie. Les négociations à Minsk, la capitale de la Biélorussie, ont été médiées par l'OSCE avec le soutien français et allemand. Ces négociations ont abouti à un accord entre Kiev et Moscou sur un ensemble de mesures. Les mesures comprenaient un cessez-le-feu dans le Donbass, le retrait des armes lourdes de la ligne de front, la libération des prisonniers de guerre, une réforme constitutionnelle en Ukraine, l'octroi de l'autonomie locale à certaines zones du Donbass et la restauration du contrôle de Kiev sur les frontières des zones rebelles avec la Russie. Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé ces termes. Il représentait l'acceptation par Moscou que les provinces russophones en Ukraine resteraient partie intégrante d'une Ukraine unie, mais fédéralisée, à condition qu'elles jouissent d'une autonomie linguistique à la manière du Québec. Cependant, avec le soutien des États-Unis, l'Ukraine a refusé de mettre en œuvre ce à quoi elle avait consenti. Des années plus tard, les gouvernements français et allemands ont admis que leurs efforts de médiation à Minsk avaient été une ruse visant à gagner du temps pour armer Kiev contre Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout comme son prédécesseur Petro Porochenko, a admis qu'il n'avait jamais eu l'intention de mettre en œuvre les accords de Minsk,
bien qu'il ait fait campagne sur la promesse de le faire lorsqu'il a remporté l'élection. À certains égards, les politiciens ukrainiens sont plus admirables que les politiciens américains, je suppose. Dans le contexte de la réunification allemande, de la dissolution du pacte de Varsovie et de l'abandon par la Russie de sa sphère d'influence politique et économique en Europe centrale et de l'Est, l'Occident avait promis à maintes reprises et solennellement de ne pas combler le vide stratégique résultant en étendant l'OTAN dans cette région. Cependant, au fur et à mesure que les années 1990 avançaient, malgré un manque d'enthousiasme de la part de certains autres membres de l'OTAN, les États-Unis ont insisté pour faire exactement cela. L'élargissement de l'OTAN a progressivement effacé la zone tampon de l'Europe de l'Est que les gouvernements russes successifs avaient considérée comme essentielle à leur sécurité. Alors que d'anciens membres du pacte de Varsovie rejoignaient l'OTAN, des armements, troupes et bases américains apparaissaient sur leur territoire. En 2008, dans un mouvement visant à étendre la sphère d'influence des États-Unis jusqu'aux frontières de la Russie, Washington a persuadé l'OTAN de déclarer son intention d'admettre l'Ukraine et la Géorgie en tant que membres. Cela équivaudrait à ce que le Mexique et le Canada rejoignent le pacte de Varsovie pour les États-Unis. Le déploiement oriental des forces américaines a placé des lanceurs de défense antimissiles balistiques en Roumanie et en Pologne. Ces derniers étaient techniquement capables d'une reconfiguration rapide pour lancer des frappes à courte portée sur Moscou. Leur déploiement a alimenté les craintes russes d'une attaque surprise décapitante des États-Unis. Si l'Ukraine rejoignait l'OTAN et que les États-Unis effectuaient des déploiements similaires là-bas, la Russie n'aurait qu'environ 5 minutes d'avertissement d'une frappe sur Moscou, encore moins s'il s'agissait de missiles hypersoniques. Le rôle de l'OTAN dans la séparation du Kosovo de la Serbie, dans les opérations de changement de régime et les efforts de pacification en Afghanistan et en Libye menés par les États-Unis, ainsi que son soutien aux forces anti-russes en Ukraine, ont convaincu Moscou qu'elle ne pouvait plus considérer l'OTAN comme une alliance purement défensive. Dès 1994, les gouvernements russes successifs ont commencé à avertir les États-Unis, sous Boris Eltsine, et l'OTAN que l'expansion continue, en particulier en Ukraine et en Géorgie, obligerait à une réponse énergique. Washington était conscient de la détermination russe à faire cela grâce à de multiples sources, y compris les rapports de ses ambassadeurs à Moscou. En février 2007, Vladimir Poutine, s'exprimant à la conférence sur la sécurité de Munich, a déclaré « Je pense qu'il est évident que l'expansion de l'OTAN représente une sérieuse provocation et nous avons le droit de demander contre qui cette expansion est-elle destinée. Et qu'est-il advenu des assurances que nos partenaires occidentaux ont faites après la dissolution du pacte de Varsovie ?» Le 1er février 2008, l'ambassadeur Bill Burns, aujourd'hui à la tête de la CIA, a averti dans un télégramme de Moscou que sur ce sujet, les Russes étaient unis, déterminés et sérieux. Burns était tellement convaincu des conséquences de l'expansion de l'OTAN en Ukraine qu'il a intitulé son câble « Niet signifie niet », non signifie non. En mars 2008, l'OTAN a invité l'Ukraine et la Géorgie à rejoindre l'Alliance, malgré la protestation de Moscou, selon laquelle l'adhésion à l'Alliance serait une énorme erreur stratégique qui pourrait avoir des conséquences très graves pour la sécurité pan-européenne. En août 2008, comme pour souligner ce point, lorsque la Géorgie, se sentant enhardie, a cherché à étendre son autorité aux zones minoritaires rebelles à la frontière russe, Moscou est entré en guerre pour consolider leur indépendance en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Moins d'un jour après le coup d'État soutenu par les États-Unis qui a installé un gouvernement anti-russe à Kiev en 2014, Washington a formellement reconnu le nouveau régime. Lorsque la Russie a ensuite annexé la Crimée et qu'une guerre civile a éclaté avec les russophones d'Ukraine, comme je l'ai mentionné plus tôt,
Les États-Unis se sont rangés du côté des ultranationalistes ukrainiens, les aidant et les armant, dont les politiques avaient aliéné la Crimée et provoqué la sécession des russophones. Les États-Unis et l'OTAN ont commencé un effort de plusieurs milliards de dollars pour réorganiser, former et rééquiper les forces armées de Kiev. Le but déclaré était de permettre à Kiev de reconquérir le Donbass et éventuellement la Crimée. L'armée régulière de l'Ukraine était alors décrépite et les premières attaques de Kiev contre les russophones dans les régions orientales et méridionales de l'Ukraine ont été largement menées par des milices ultranationalistes. En 2015, des soldats russes combattaient aux côtés des rebelles du Donbass. Une guerre par procuration non déclarée entre les États-Unis et l'OTAN contre la Russie avait commencé. Au cours des 8 années suivantes, alors que la guerre civile en Ukraine se poursuivait, Kiev a construit une armée formée par l'OTAN de 700 000 hommes, sans compter 1 million de réservistes, et l'a endurci au combat contre les séparatistes soutenus par la Russie. Les forces régulières ukrainiennes ne comptaient que légèrement moins que les 830 000 militaires en service actif de la Russie à l'époque. En 8 ans, l'Ukraine avait acquis une force plus importante que celle de n'importe quel membre de l'OTAN, à l'exception des États-Unis ou de la Turquie, surpassant les forces armées de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne combinées. Sans surprise, la Russie a perçu cela comme une menace. Pendant ce temps, alors que les tensions avec la Russie s'intensifiaient, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire au début de 2019. Ce traité avait interdit le déploiement de missiles lancés depuis le sol, avec des portées allant jusqu'à 3420 miles en Europe. La Russie a condamné ce retrait comme un acte destructeur qui augmenterait les risques pour la sécurité. Malgré les réticences continues de certains membres de l'OTAN, à l'insistance des Américains, l'OTAN a continué à réitérer périodiquement son offre d'intégrer l'Ukraine dans ses rangs en tant que membre. Cette offre a été faite une fois de plus le 1er septembre 2021, quelques mois seulement avant le début de la guerre. À ce moment-là, après des milliards de dollars en formation et transfert d'armes américains, Kiev a jugé qu'elle était enfin prête à écraser la rébellion de sa population russophone et de leurs alliés russes. Alors que l'année 2021 se terminait, l'Ukraine a intensifié sa pression sur les séparatistes du Donbass et a déployé des forces pour lancer une offensive majeure contre eux début 2022. Environ au même moment, en décembre 2021, 28 ans après le premier avertissement de Moscou à Washington, Vladimir Poutine a formulé une demande officielle de garantie de sécurité écrite. Ces garanties visaient à réduire les menaces apparentes pour la Russie de l'élargissement de l'OTAN, en rétablissant la neutralité de l'Ukraine, en interdisant le stationnement de forces américaines aux frontières russes et en réinstaurant des limites sur le déploiement de missiles à portée intermédiaire et plus courte en Europe. Le ministère des Affaires étrangères russe a ensuite présenté un projet de traité à Washington incorporant ces termes, qui faisait écho à des demandes similaires formulées par l'ancien président Boris Eltsine en 1987. En même temps, apparemment à la fois pour souligner le sérieux de Moscou et pour contrer l'offensive prévue de Kiev contre les séparatistes du Donbass, la Russie a massé des troupes le long de sa frontière avec l'Ukraine. Le 26 février 2022, les États-Unis ont formellement répondu aux Russes que ni eux ni l'OTAN n'accepteraient de négocier la neutralité de l'Ukraine ou d'autres questions de ce genre avec la Russie. Quelques jours plus tard, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a exposé sa compréhension des positions américaines et de l'OTAN lors d'une réunion du Conseil de sécurité de la Russie, comme suit. Nos collègues occidentaux ne sont pas prêts à prendre en compte nos principales propositions, principalement celles sur la non-expansion vers l'est de l'OTAN. This demand was rejected
Cette demande a été rejetée, invoquant la politique de la porte ouverte du bloc et la liberté de chaque État de choisir sa propre manière d'assurer sa sécurité. Ni les États-Unis ni l'OTAN n'ont proposé d'alternative à cette disposition clé. Moscou voulait des négociations, mais en leur absence, elle était prête à aller à la guerre pour éliminer les menaces auxquelles elle s'opposait. Washington le savait en rejetant les pourparlers avec Moscou. Le refus américain de discuter était une décision sans équivoque d'accepter le risque de guerre plutôt que d'explorer tout compromis ou arrangement avec la Russie. Les services de renseignement américains et alliés ont immédiatement commencé à diffuser des informations prétendant décrire les opérations militaires russes imminentes et ce qu'ils ont décrit comme un effort pour dissuader ces opérations. D'ailleurs, si vous revenez en arrière et lisez les prédictions, elles ne correspondent pas du tout à ce que les Russes ont fait, ce qui est assez intéressant. À la mi-février, les combats entre l'armée ukrainienne et les forces sécessionnistes dans le Donbass se sont intensifiés, avec des observateurs de l'OSCE signalant une hausse rapide des violations du cessez-le-feu des deux côtés, mais avec la plupart prétendument initiées par l'Ukraine. Peut-être de manière peu sincère, les sécessionnistes du Donbass ont alors fait appel à Moscou pour les protéger et ont ordonné une évacuation générale des civils vers des refuges sûrs en Russie. Le 21 février, le président russe Poutine a reconnu l'indépendance des deux soi-disant républiques populaires du Donbass et a ordonné aux forces russes de les sécuriser contre les attaques ukrainiennes. Le 24 février 2022, lors d'une adresse à la nation russe, Poutine a déclaré que la Russie ne peut se sentir en sécurité, se développer et exister face à la menace constante émanant du territoire de l'Ukraine moderne. Il a annoncé qu'il avait ordonné ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale pour protéger les gens qui ont été soumis à l'intimidation et au génocide ces 8 dernières années, et pour s'efforcer de la démilitarisation et de la dénazification de l'Ukraine. Il a ajouté que c'est un fait que pendant les 30 dernières années, nous avons patiemment essayé de parvenir à un accord avec les pays leaders de l'OTAN concernant les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, nous avons invariablement fait face soit à une tromperie et des mensonges cyniques, soit à des tentatives de pression et de chantage, tandis que l'Alliance Atlantique Nord continuait de s'étendre malgré nos protestations et préoccupations. Sa machine militaire est en mouvement et, comme je l'ai dit, s'approche de notre frontière même. Le récit officiel présenté par les États-Unis et l'OTAN, qui fait partie de la guerre d'information contre la Russie, contredit chaque élément de cette déclaration du président Poutine. Malheureusement, cependant, les faits la confirment. Dans l'ère post-soviétique, l'OTAN, la sphère d'influence des États-Unis en Europe et notre présence militaire là-bas se sont constamment étendus vers les frontières de la Russie, malgré les avertissements et les protestations russes qui s'intensifiaient. En revanche, Moscou était en retraite constante, ayant abandonné sa sphère d'influence en Europe de l'Est. Moscou n'a fait aucun effort pour le rétablir. Elle a répété à maintes reprises que l'élargissement de l'OTAN et le déploiement avancé des forces américaines, qui pourraient menacer la Russie, en particulier depuis l'Ukraine, constituaient une grave menace. Moscou s'est senti obligé de réagir à cela. Étant donné la transformation de l'OTAN d'une alliance purement défensive et centrée sur l'Europe, en un instrument de projection de puissance en soutien au changement de régime des États-Unis et à d'autres opérations militaires au-delà de ses frontières, Moscou avait des raisons valables de s'inquiéter. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN représenterait une menace active pour la sécurité russe. Cette menace a été soulignée par le retrait des États-Unis du traité qui avait empêché le stationnement d'armes nucléaires à portée intermédiaire en Europe, y compris en Ukraine. Moscou a constamment exigé la neutralité pour l'Ukraine, ce qui ferait de l'Ukraine à la fois un tampon et un pont entre la Russie et le reste de l'Europe,
plutôt que de faire partie de la Russie ou une plateforme de projection de puissance russe contre l'Europe. En revanche, les États-Unis ont cherché à faire de l'Ukraine un membre de l'OTAN, une partie de leur sphère d'influence, et une plateforme pour le déploiement de la puissance militaire américaine contre la Russie. Moscou a accepté à Minsk de respecter la souveraineté ukrainienne dans la région du Donbass, à condition que les droits des russophones y soient garantis. Cependant, avec le soutien des États-Unis et de l'OTAN, l'Ukraine a refusé de mettre en œuvre les accords de Minsk et a redoublé d'efforts pour soumettre le Donbass. Lorsque Washington a refusé d'entendre l'argumentation russe pour des accommodements mutuels en Europe et a plutôt insisté sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, notre gouvernement savait que cela provoquerait une réponse militaire russe. En fait, Washington l'avait publiquement prédit. Au début de la guerre qui en a résulté, lorsque la médiation d'une tierce partie a abouti à un projet de traité de paix entre la Russie et l'Ukraine, l'Occident, représenté par les Britanniques, est intervenu pour insister sur le fait que l'Ukraine le répudie. Cet incident regrettable m'amène aux objectifs de guerre des participants que chaque camp a choisi de dénaturer dans le cas de l'autre. Kiev n'a pas dévié de ses objectifs, qui sont de forger une identité nationale purement ukrainienne, excluant les langues, cultures et autorités religieuses russes et autres. Juste aujourd'hui, Orbán, le premier ministre de droite de la Hongrie, a annoncé qu'il s'opposerait à toute aide supplémentaire à l'Ukraine jusqu'à ce que les 150 000 résidents de langue hongroise de l'Ukraine soient autorisés à utiliser leur propre langue, comme c'était le cas sous l'ancienne constitution. L'Ukraine voulait soumettre les russophones qui se sont révoltés en réponse à cette tentative d'assimilation forcée. L'Ukraine voulait obtenir la protection des États-Unis et de l'OTAN et s'intégrer dans l'UPPEB. L'Ukraine voulait reconquérir les territoires russophones que Moscou avait illégalement annexés à l'Ukraine, y compris les oblasts du Donbass et la Crimée. Je devrais revenir à certaines des conséquences de 2014. Vous pouvez voir que c'est là que les choses en étaient, pratiquement au bord du conflit, et voici le conflit tel qu'il a commencé. Moscou a clairement énoncé ses objectifs maximaux et minimaux dans le projet de traité qu'elle a présenté à Washington le 12 décembre 2021. Les intérêts fondamentaux de la Russie ont été et restent, premièrement, de nier à l'Ukraine l'accès à la sphère d'influence américaine qui a englouti le reste de l'Europe de l'Est en contraignant l'Ukraine à affirmer sa neutralité entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie, et deuxièmement, de protéger et d'assurer les droits fondamentaux des russophones en Ukraine. Les objectifs de Washington, que l'OTAN a dûment adoptés comme siens, ont été beaucoup plus ouverts et non spécifiques. Comme l'a dit le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan en juin 2022, quelques mois après le début de la guerre, nous nous sommes abstenus de définir ce que nous voyons comme un dénouement. Nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui, demain et la semaine prochaine pour renforcer au maximum la position des Ukrainiens, d'abord sur le champ de bataille, puis en fin de compte à la table des négociations. Dans la mesure où le premier principe de la guerre est d'établir des objectifs réalistes, une stratégie pour les atteindre et un plan pour la fin de la guerre, ce que Sullivan a dit est une description parfaite de comment préparer une guerre éternelle. Comme le témoignent le Vietnam, l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, la Libye, la Syrie et le Yémen, cela est devenu la manière de guerre américaine établie. Aucun objectif clair, aucun plan pour les atteindre, et aucune conception de comment mettre fin à une guerre, à quelles conditions et avec qui. La déclaration la plus cohérente, et caractéristiquement, je suis désolé de le dire, des objectifs américains dans cette guerre a été offerte par le président Biden alors qu'elle commençait. Il a dit que son but vis-à-vis de la Russie était, je cite, « d'entamer sa force économique et d'affaiblir son armée pour les années à venir.
Fin de citation, quel qu'en soit le prix. À aucun moment le gouvernement des États-Unis ou l'OTAN n'a déclaré que la protection de l'Ukraine ou des Ukrainiens, par opposition à l'exploitation de leur bravoure pour abattre la Russie, était l'objectif central américain. Nous avons été prêts à combattre jusqu'au dernier Ukrainien. En avril 2022, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a réitéré que l'aide américaine à l'Ukraine visait à, je cite, « affaiblir et isoler la Russie », fin de citation, et ainsi la priver de toute capacité crédible à faire la guerre à l'avenir. Un bon nombre de politiciens et de commentateurs américains ont loué les avantages de faire sacrifier des Ukrainiens plutôt que des Américains pour cet objectif. Certains sont allés plus loin et ont plaidé pour la dislocation de la Fédération de Russie comme un avertissement. Si vous êtes russe, vous n'avez pas besoin d'être paranoïaque pour considérer de telles menaces comme existentielles. Le président russe Poutine évalue les objectifs de guerre des États-Unis comme visant à humilier la Fédération de Russie stratégiquement et, si possible, à renverser son gouvernement et à la démembrer. Les États-Unis n'ont pas contesté son évaluation. En mars, plus précisément à la mi-mars 2022, le gouvernement turc et le premier ministre israélien Naftali Bennett ont agi en tant que médiateurs entre les négociateurs russes et ukrainiens. Ils ont convenu de manière préliminaire des grandes lignes d'un règlement intérimaire négocié. Selon l'accord, la Russie se retirerait à ses positions du 23 février, ce qui incluait le contrôle d'une partie de la région du Donbass et de toute la Crimée. En échange, l'Ukraine accepterait de ne pas chercher à adhérer à l'OTAN et recevrait en retour des garanties de sécurité de la part de plusieurs pays. Une rencontre entre le président russe Poutine et le président ukrainien Zelensky était en cours d'organisation pour finaliser cet accord que les négociateurs avaient paraphé, ce qui signifie qu'il était soumis à l'approbation d'une autorité supérieure. Le 28 mars 2022, le président Zelensky a publiquement affirmé que l'Ukraine était prête pour la neutralité, combinée à des garanties de sécurité dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie. Cependant, le 9 avril, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a effectué une visite surprise à Kiev. Lors de sa visite, il aurait exhorté Zelensky à ne pas rencontrer Poutine pour deux raisons. D'abord, parce que Poutine était un criminel de guerre et plus faible qu'il n'y paraissait, et qu'il devrait et pourrait être vaincu plutôt qu'accommodé. Et ensuite, même si l'Ukraine était prête à mettre fin à la guerre, l'OTAN ne l'était pas. Suite à cela, la rencontre proposée de Zelensky avec Poutine a été annulée. Poutine a déclaré que les pourparlers avec l'Ukraine étaient dans une impasse. Zelensky a expliqué que Moscou aimerait avoir un traité qui résoudrait tous les problèmes. Cependant, tout le monde ne se voit pas à la table avec la Russie. Pour eux, les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont une question, et l'accord avec la Fédération de Russie en est une autre. Cela a marqué la fin des négociations russo-ukrainiennes, et par conséquent, toute perspective de résolution du conflit ailleurs que sur le champ de bataille. La guerre est née et s'est poursuivie en raison de mésinterprétations de toutes les parties. L'expansion de l'OTAN était légale, mais prévisiblement provocatrice. La réponse de la Russie était entièrement prévisible, bien qu'illégale, et s'est avérée très coûteuse pour elle. L'intégration militaire de facto de l'Ukraine a entraîné sa dévastation. Les États-Unis ont calculé que les menaces russes d'aller en guerre sur la neutralité ukrainienne étaient des bluffs qui pourraient être dissuadés en décrivant et en dénigrant les plans et intentions russes, tels que Washington les comprenait. La Russie supposait que les États-Unis préféreraient les négociations à la guerre et souhaiteraient éviter la redivision de l'Europe en bloc hostile. Les Ukrainiens comptaient sur l'Occident pour protéger leur pays. Lorsque la performance russe dans les premiers mois de la guerre s'est avérée médiocre, l'Occident a conclu que l'Ukraine pourrait la vaincre. Aucun de ces calculs ne s'est avéré correct. Néanmoins, la propagande officielle, amplifiée par les médias traditionnels et sociaux serviles,
a convaincu beaucoup en Occident que rejeter les négociations sur l'expansion de l'OTAN et encourager l'Ukraine à combattre la Russie est en quelque sorte pro-ukrainien. La sympathie pour l'effort de guerre ukrainien est tout à fait compréhensible et je la partage. Cependant, comme la guerre du Vietnam aurait dû nous l'enseigner, les démocraties perdent lorsque l'encouragement remplace l'objectivité dans le reportage et que les gouvernements préfèrent leur propre propagande à la vérité de ce qui se passe sur le champ de bataille. La seule façon de juger du succès ou de l'échec des politiques est en référence aux objectifs qu'elles étaient censées atteindre. Alors, comment se débrouillent les participants à la guerre en Ukraine pour atteindre leurs objectifs? Commençons par l'Ukraine. De 2014 à 2022, la guerre civile en Ukraine a coûté la vie à près de 15 000 personnes. Le nombre de ceux tués au combat depuis le début de la guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie en février 2022 est inconnu. C'est un crime en Ukraine de révéler les chiffres des pertes, mais il est certainement de dizaines de milliers. Les chiffres des victimes ont été dissimulés par une guerre de l'information d'une intensité sans précédent. Les seules informations en Occident sur les morts et les blessés ont été la propagande de Kiev, affirmant d'énormes nombres de morts russes, tout en ne révélant rien du tout sur leurs propres pertes. Cependant, on sait que 10% des Ukrainiens sont maintenant impliqués avec les forces armées et 68% ont des parents ou des amis qui ont été tués ou blessés. On estime à 50 000 le nombre d'Ukrainiens qui sont maintenant amputés. Pour mettre cela en perspective, pendant la Première Guerre mondiale, où l'amputation était le traitement standard pour une blessure à un membre, seulement 41 000 Britanniques ont dû subir des amputations. Moins de 2000 vétérans américains des invasions de l'Afghanistan et de l'Irak ont subi des amputations. La plupart des observateurs croient que les forces ukrainiennes ont subi des pertes bien plus lourdes que leurs adversaires russes, avec des centaines de milliers donnant leur vie pour défendre leur pays et dans les efforts pour reprendre le territoire occupé par les Russes. Lorsque la guerre a commencé, l'Ukraine avait une population d'environ 41 millions. Le pays a depuis perdu au moins un tiers de sa population. Plus de 6 millions ont cherché refuge à l'ouest et 2 millions ou plus sont partis pour la Russie. Les Ukrainiens russophones ont également quitté le pays. 8 millions d'autres Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. L'infrastructure, les industries et les villes de l'Ukraine ont été dévastées et son économie a été détruite. Comme c'est souvent le cas en temps de guerre, la corruption, qui a longtemps été une caractéristique saillante de la politique ukrainienne, est devenue endémique. La jeune démocratie de l'Ukraine a souffert, avec tous les partis d'opposition, les médias non contrôlés et la dissidence étant interdite. D'un autre côté, l'agression russe a uni les Ukrainiens, y compris de nombreux russophones, à un degré jamais vu auparavant. Moscou a involontairement renforcé l'identité ukrainienne séparée que la mythologie russe et le président Vladimir Poutine ont cherché à nier. Ce que l'Ukraine a perdu en territoire, elle l'a gagné en cohésion patriotique, basée sur une opposition passionnée à Moscou. L'envers de la médaille, bien sûr, est que les séparatistes russophones de l'Ukraine ont également vu leur identité russe renforcée. Il y a maintenant peu ou pas de possibilité qu'ils acceptent un statut au sein d'une Ukraine unie, comme cela aurait été le cas selon les accords de Minsk. Avec l'échec de la contre-offensive ukrainienne, la situation est très incertaine. Je veux vous montrer ce que l'Ukraine a gagné, que vous pouvez voir sur cette diapositive. Il s'agit d'une ou deux petites zones bleues. Avec l'échec des contre-offensives, ce qui n'est pas très clair, il est peu probable que le Donbass ou la Crimée reviennent jamais sous la souveraineté ukrainienne. Alors que la guerre continue, l'Ukraine pourrait bien perdre davantage de territoire, y compris son accès à la mer Noire. Ce qui a été perdu sur le champ de bataille et dans le cœur des gens
ne peut être regagné à la table des négociations. L'Ukraine sortira de cette guerre mutilée, estropiée et considérablement réduite tant en territoire qu'en population. Enfin, il n'y a maintenant aucune perspective réaliste d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Comme l'a dit le conseiller du NSC, Sullivan, tout le monde doit regarder en face le fait que permettre à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN à ce stade signifie la guerre avec la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la condition préalable à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est un traité de paix entre elle et la Russie. Un tel traité n'est nulle part en vue. En continuant d'insister sur le fait que l'Ukraine deviendra membre de l'OTAN une fois la guerre terminée, l'Occident a involontairement incité la Russie à ne pas accepter de mettre fin au conflit. Finalement, l'Ukraine devra faire la paix avec la Russie, et cela se fera probablement en grande partie selon les conditions russes. La guerre, quel que soit son autre impact, n'a pas été bénéfique pour l'Ukraine. La position de négociation de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie a été grandement affaiblie. De plus, le sort de Kiev a toujours été une réflexion secondaire dans les cercles politiques américains. Washington a cherché à utiliser le courage ukrainien pour affaiblir la Russie, revigorer l'OTAN et renforcer la primauté des États-Unis en Europe, sans consacrer de temps à réfléchir à la manière de restaurer la paix en Europe. Et la Russie dans tout ça? A-t-elle réussi à expulser l'influence américaine de l'Ukraine? A-t-elle forcé Kiev à déclarer sa neutralité ou rétabli les droits des russophones en Ukraine? Clairement pas. Pour l'instant du moins, l'Ukraine est devenue complètement dépendante des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN. Kiev est un antagoniste de longue date amer envers Moscou et continue de s'accrocher à ses ambitions de rejoindre l'OTAN. Les russophones en Ukraine sont les cibles de la version locale de la culture de l'annulation. Quel que soit le résultat de la guerre, l'animosité mutuelle a effacé le mythe russe de la fraternité russo-ukrainienne basée sur une origine commune dans la Russe de Kiev. Par conséquent, la Russie a dû abandonner 3 siècles d'efforts pour s'aligner avec l'Europe et, à la place, se tourner vers la Chine, l'Inde, le monde islamique et l'Afrique. Pivot to China, India, the Islamic world, and Africa. La réconciliation avec une Union européenne sérieusement aliénée ne viendra pas facilement, si tant est qu'elle vienne. La Russie n'a peut-être pas perdu sur le champ de bataille, n'a pas été affaiblie, ni stratégiquement isolée, mais elle a subi d'énormes coups d'opportunité. De plus, l'OTAN s'est élargie pour inclure la Finlande et potentiellement la Suède. Cela ne change d'ailleurs pas l'équilibre militaire en Europe. Malgré la représentation occidentale de la Russie comme étant intrinsèquement prédatrice, Moscou n'a ni le désir ni la capacité d'attaquer ces 2 États amicaux, anciennement alignés sur l'Occident et formidablement armés, mais nominalement neutres. En outre, ni la Finlande ni la Suède n'ont l'intention de rejoindre une attaque non provoquée contre la Russie. Cependant, leur décision de rejoindre l'OTAN est politiquement blessante pour Moscou. Puisque l'Occident ne montre aucune volonté d'accommoder les préoccupations sécuritaires russes, Moscou semble n'avoir d'autre alternative que de poursuivre ses efforts. Ce faisant, elle stimule la détermination européenne à atteindre les objectifs de dépenses de défense de l'OTAN précédemment ignorés et à acquérir des capacités militaires autonomes visant à contrer la Russie indépendamment des États-Unis. La Pologne réémerge comme une force hostile puissante aux frontières de la Russie. Ces tendances changent l'équilibre militaire européen au désavantage à long terme de Moscou. Concernant les États-Unis, rien qu'en 2022, ils ont approuvé 113 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Le budget de la défense russe cette année-là était inférieur de moitié, à 54 milliards de dollars. Depuis, il a approximativement doublé. Les industries de défense russes ont été revitalisées, certaines produisant désormais plus d'armements en un mois qu'elles n'en produisaient en un an. L'économie autarcique de la Russie
a résisté à 18 mois de guerre totale menée contre elle à la fois par les États-Unis et l'Arménie. Elle vient de dépasser l'Allemagne pour devenir la 5e économie la plus riche du monde et la plus grande d'Europe, si l'on mesure en termes de parité de pouvoir d'achat, ce qui est la meilleure manière de comparer la taille des économies. Malgré les affirmations occidentales répétées selon lesquelles la Russie manquait de munitions ou perdait la guerre d'usure en Ukraine, cela n'a pas été le cas, tandis que l'Occident, lui, a perdu. Le courage ukrainien, qui a été extrêmement impressionnant, n'a pas été à la hauteur de la puissance de feu russe. Pendant ce temps, la prétendue menace de la Russie envers l'Occident, un argument puissant pour l'unité de l'OTAN, a perdu en crédibilité. Cependant, la guerre a appris à la Russie comment contrer et surmonter la plupart des armements avancés de l'inventaire de l'OTAN et des États-Unis. Avant que les États-Unis et l'OTAN ne rejettent les négociations, la Russie était prête à accepter une Ukraine neutre et fédéralisée. Dans la phase initiale de son invasion de l'Ukraine, la Russie a réaffirmé sa volonté dans un projet de traité de paix avec l'Ukraine que les États-Unis et l'OTAN ont empêché Kiev de signer. Which the United States and NATO blocked Kyiv from signing. Western diplomatic intransigence has failed. L'intransigeance diplomatique occidentale n'a pas réussi à persuader Moscou d'accommoder soit le nationalisme ukrainien, soit l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN et la sphère d'influence américaine en Europe. La guerre par procuration semble au contraire avoir convaincu Moscou qu'elle doit affaiblir l'Ukraine, conserver les territoires ukrainiens qu'elle a annexés, probablement en ajouter d'autres. Cela garantit que l'Ukraine n'est pas un État fonctionnel, capable de rejoindre l'OTAN ou de réaliser la vision ultranationaliste et anti-russe de son héros néo-nazi d'après la Seconde Guerre mondiale, Stepan Bandera. La guerre a conduit à une unité superficielle au sein de l'OTAN, mais il y a des fissures évidentes entre les membres. Les sanctions imposées à la Russie ont causé de lourds dommages aux économies européennes. Sans les approvisionnements énergétiques russes, certaines industries européennes ne sont plus compétitives sur le plan international. Les effets sur l'Allemagne ont été particulièrement profonds. Comme l'a montré le récent sommet de l'OTAN à Vilnius, les pays membres sont divisés sur l'opportunité d'admettre l'Ukraine. L'unité de l'OTAN semble peu probable de perdurer après la guerre. Ces réalités expliquent pourquoi la plupart des partenaires européens de l'Amérique veulent mettre fin à la guerre dès que possible. La guerre en Ukraine a clairement mis fin à l'ère post-soviétique en Europe, mais elle n'a rendu l'Europe plus sûre sous aucun aspect. Elle n'a pas amélioré la réputation internationale de l'Amérique, ni consolidé la primauté des États-Unis. La guerre a accéléré l'émergence d'un ordre mondial multipolaire post-américain. Une caractéristique de celui-ci est un axe anti-américain entre la Russie et la Chine. Pour affaiblir la Russie, les États-Unis ont eu recours à des sanctions unilatérales d'une intrusivité sans précédent. Celles-ci incluent des sanctions secondaires ciblant des activités commerciales normales à distance entre d'autres pays qui n'impliquent pas de lien avec les États-Unis et qui sont légales dans la juridiction des parties transactionnelles. Washington bloque activement le commerce entre des pays qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine, simplement parce qu'ils ne s'alignent pas sur la politique américaine. En conséquence, une grande partie du monde est désormais engagée dans le développement de liens financiers et de chaînes d'approvisionnement indépendants du contrôle américain. Cela comprend des efforts internationaux intensifiés pour mettre fin à l'hégémonie du dollar, qui est la base de la suprématie des États-Unis. Si ces efforts réussissent, les États-Unis ne seront plus capables de maintenir les déficits commerciaux et de balance des paiements qui soutiennent notre niveau de vie actuel et notre statut de société la plus puissante de la planète. L'utilisation par Washington de pressions politiques et économiques pour contraindre d'autres pays à se conformer à nos politiques anti-russes et anti-chinoises a clairement eu l'effet inverse. Cela a encouragé même d'anciens États clients des États-Unis à chercher des moyens d'éviter de s'embrouiller dans de futurs conflits américains et des guerres par procuration qu'ils ne soutiennent pas,
comme celle en Ukraine. proxy wars that they do not support, like that in Ukraine. To this end, they are abandoning exclusive À cette fin, ils abandonnent la dépendance exclusive envers les États-Unis et tissent des liens avec de multiples partenaires économiques, politiques et militaires. Cela est particulièrement évident au Moyen-Orient, où Israël, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis prennent tout leur distance avec les États-Unis. Ils veulent maintenir notre protection, mais pour tout le reste, ils diversifient leurs relations internationales. Loin d'isoler la Russie ou la Chine, la diplomatie coercitive de l'Amérique a en réalité aidé Moscou et Pékin à renforcer leurs relations en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ce qui réduit l'influence des États-Unis au profit de la leur. in favor of their own. En bref, la politique américaine a entraîné de grandes souffrances en Ukraine et une escalade des budgets de défense, ici et en Europe, mais elle a échoué à affaiblir ou isoler la Russie. Plus de la même chose n'atteindra pas ses objectifs souvent énoncés par les Américains. La Russie a appris comment combattre les systèmes d'armes américains et a développé des contre-mesures efficaces. Elle a été militairement renforcée, non affaiblie. Elle s'est réorientée et a été libérée de l'influence occidentale, non isolée. Si le but de la guerre est d'établir une paix meilleure, cette guerre ne l'atteint pas. To establish L'Ukraine est dévastée au nom de la russophobie. is not doing that. Ukraine À ce stade, personne ne peut prédire avec confiance l'étendue du territoire ou de la population de l'Ukraine qui restera lorsque les combats cesseront, ni comment les arrêter. will be left when the fighting stops, or how to stop it. Kyiv just failed to meet more than a fraction. Kiev vient juste d'échouer à atteindre plus qu'une fraction de son objectif de recrutement. Was holding La stratégie de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien a toujours été odieuse. Ukrainians. It's not just Mais lorsque l'OTAN est sur le point de manquer d'Ukrainiens, ce n'est pas seulement cynique, what can we learn. cela n'est plus viable. It's Que pouvons-nous apprendre de ce fiasco? reminder. Il a fourni de nombreux rappels malvenus des principes de base de la diplomatie. Wars don't decide. Les guerres ne décident pas qui a raison, elles décident qui reste. The best La meilleure façon d'éviter la guerre est de réduire ou d'éliminer les appréhensions et les griefs qui en sont la cause. Lorsque vous refusez d'entendre, et encore moins de traiter, le cas d'une partie lésée demandant des ajustements dans votre politique à son égard, vous risquez une réaction violente. reaction. Personne ne devrait entrer en guerre sans objectif réaliste, une stratégie pour les atteindre et un plan pour terminer la guerre. L'autodroitisation et le courage ne remplacent pas la masse militaire, la puissance de feu et l'endurance. Military mass. En fin de compte, les guerres sont gagnées et perdues sur le champ de bataille, et non avec de la propagande inspirée par et dirigée à renforcer la pensée magique. Ce qui a été perdu sur le champ de bataille peut rarement, sinon jamais, être récupéré à la table des négociations. Lorsque les guerres ne peuvent pas être gagnées, il est généralement préférable de chercher des conditions pour les terminer plutôt que de renforcer l'échec. Il est temps de prioriser la sauvegarde de l'Ukraine autant que possible. It's time Cette guerre est devenue existentielle pour elle. as much as possible. L'Ukraine a besoin d'un soutien diplomatique pour élaborer une paix avec la Russie si ses sacrifices militaires ne doivent pas avoir été vains. To peace with Russia. Elle est en train d'être détruite. Sacrifices are not to have been in vain. It is being destroyed. It must be rebuilt. The key to preserving Ukraine La clé pour préserver l'Ukraine est de renforcer et soutenir Kiev pour mettre fin à la guerre dans les meilleures conditions possibles, to facilitate de faciliter le retour de ces réfugiés, dont beaucoup ne montrent aucune intention de revenir, et d'utiliser le processus d'adhésion à l'Union européenne pour faire avancer les réformes libérales et établir un gouvernement intègre dans une Ukraine neutre. in a neutral Malheureusement, en l'état actuel des choses, aussi bien Moscou que Washington semblent déterminés à persister dans la destruction en cours de l'Ukraine. Mais quel que soit le résultat de cette guerre, Kiev et Moscou devront finalement trouver une base de coexistence. Washington doit soutenir Kiev pour défier la Russie à reconnaître à la fois la sagesse et la nécessité du respect de la neutralité et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. and territory. Enfin, cette guerre devrait provoquer une sérieuse remise en question à Moscou et au sein de l'OTAN des conséquences d'une politique étrangère militariste et sans diplomatie. Consequences
Si les États-Unis avaient accepté de parler avec Moscou, même en continuant de rejeter une grande partie de ce que Moscou demandait, la Russie n'aurait peut-être pas envahi l'Ukraine comme elle l'a fait. Si l'Occident n'était pas intervenu pour empêcher l'Ukraine de ratifier un traité que d'autres l'avaient aidé à négocier avec la Russie au début de la guerre, l'Ukraine serait maintenant intacte et en paix. Cette guerre n'avait pas besoin de se produire. Chaque partie impliquée a perdu bien plus qu'elle n'a gagné. Il y a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé en Ukraine et à l'Ukraine. Je pense que nous devrions étudier ces leçons en profondeur et les prendre à cœur. I think we should thoroughly study these lessons and take them